Maintenant, nous allons passer à la première table ronde de cette matinée. Donc, j'appelle nos speakers à bien vouloir nous rejoindre sur scène. Alors, le temps, donc, Lionel, tu vas rester parmi nous puisque tu fais partie de ces speakers. Et également, donc, je vais appeler Jean de Broissia, donc de Praxedo, Bruno Gravez de Service Max et Cataline Suzanne de Stefanini. Alors, je change de micro, on va laisser un tout petit, une toute petite respiration de temps pour que les gens puissent entrer et s'installer. Pendant ce temps, alors moi je vais vous présenter un petit outil qu'on va utiliser pour poser des questions. Donc c'est une petite application à laquelle sur laquelle vous pouvez vous loguer mais sans donner aucune donnée personnelle, donc on reste tout à fait dans le respect de la vie privée. Si vous allez sur votre smartphone sur le site slido, sli.do, vous allez vous allez tomber sur une page sur laquelle il faut saisir un hashtag donc, qui est hashtag M4B18, c'est-à-dire Mobility for Business 18. Et là, vous pouvez poser des questions qui vont s'afficher. Moi, j'ai l'interface administrateur qui vont s'afficher sur mon téléphone. Après, bien évidemment, vous pouvez poser des questions avec le micro. On va le faire à la fin. Mais si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, vous pouvez les poser par ce biais-là. Et je les garderai, je les aurai sur mon téléphone et je lancerai les questions à la fin. Alors, je répète, cette petite plateforme. Asseyez-vous, messieurs, prenez place. Cette page s'appelle Slido, donc sli.do. Et le mot-clé à renseigner pour tomber sur Mobility for Business, c'est hashtag M4B18. Donc moi, je vais suivre ça là-dessus. Et comme ça, on aura un canal supplémentaire qui est à la fois aussi digital et mobile sur lequel vous pourrez poser des questions. Alors, mais si vous m'en voulez pas, je vais rester ici parce qu'on a une chaise supplémentaire. Je vais l'approcher tout à l'heure, mais je vais lancer peut-être mon sujet d'ici. Après, je vais vous rejoindre sur scène. Nous avons les micros, c'est parfait. Alors, notre sujet, l'introduction de Lionel Baraban a été très très bien parce qu'il me facilite bien la tâche. On a déjà abordé un certain nombre de questions. Notre sujet du jour, c'est les interventions de terrain. Est-ce qu'on va vers des techniciens augmentés grâce aux nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, la géolocalisation, l'IoT? Parce que, comme le disait tout à l'heure Lionel Baraban, il fut un temps pas si lointain où les techniciens de terrain et tout type de métier de terrain recevaient ces missions sur un bout de papier, allaient sur le terrain avec ce papier, remplissaient des petites fiches. Ces petites fiches étaient restituées le soir ou le lendemain au bureau. Elles étaient saisies, donc avec tous les risques d'erreur et toutes les latences de temps que cela comporte. Et donc le cycle était plus long, plus compliqué et soumis à erreur. Cet âge de pierre est dépassé, on est passé à un âge de bronze, on utilise depuis une quinzaine, une vingtaine d'années des terminaux mobiles, donc on automatise un petit peu la saisie, on s'améliore dans l'envoi de données, dans le traitement de données en temps réel, et donc on a gagné en productivité, en réactivité, notamment lorsqu'on est sur des métiers de tournée, on gagne beaucoup de temps à avoir les données en temps réel et à les utiliser en temps réel. Aujourd'hui, la combinaison de ces technologies existantes est déjà utilisée, comme la géolocalisation, avec des outils plus récents comme l'intelligence artificielle ou l'IoT, peut être encore un levier formidable d'amélioration de la productivité pour les techniciens. Alors, comment implémenter ces outils qui façonnent ce qu'on pourrait appeler une évolution darwinienne des métiers de terrain? Comment les implémenter et comment les adapter au métier pour donner naissance aux techniciens augmentés et quels en sont les bénéfices? Donc, pour en parler, je vous ai présenté nos speakers, je vais vous les représenter tout à l'heure. Je ne sais pas si on n'a pas les chevalets, donc tout à fait à gauche. On va voir si mademoiselle, si on peut récupérer mademoiselle Hôtesse, si on peut récupérer les chevalets avec les noms des speakers. Donc Jean de Broissia à gauche, donc de Praxedo, Bruno Gravez, donc, qui est le Sales Manager France de Service Max,
Cataline Suzanne, qui est Application Practice Leader, on va dire en anglais, de Stefanini, et Lionel Baraban, donc, que vous avez vu tout à l'heure, qui est président. Pardon, j'ai un peu l'arsène, je vais peut-être poser le deuxième micro, sinon c'est très désagréable. Donc c'est ce que nous allons essayer de tirer au clair avec nos speakers. Et je vais peut-être commencer avec Jean de Broissia. Je disais en introduction que le métier de technicien a connu une évolution darwinienne au cours de ces 15 dernières années. Ces technologies nouvelles qu'on a mentionnées, est-ce qu'elles vont apporter encore un bouleversement et des gains de productivité semblables à ceux qu'on a enregistrés entre le passage du papier au PDA? Est-ce que ce sera un saut aussi important que celui qu'on a déjà connu? Alors nous, on intervient effectivement depuis maintenant 14 ans dans le logiciel de gestion d'intervention. On propose une plateforme SaaS de gestion d'intervention qui s'adresse aux entreprises donc, qui ont des techniciens sur le terrain, tout type d'entreprise, tout type de taille, on va dire de 5 à plusieurs milliers d'utilisateurs. Quand on a démarré Praxedo, clairement on était dans une approche qu'on appelle d'évangélisation, c'est-à-dire que c'était à nous de convaincre le marché de l'intérêt des nouvelles technologies. On était sans doute visionnaire par rapport à ce qui allait arriver. C'est-à-dire que dès le départ, on est parti dans une logique SaaS, alors que le terme SaaS n'existait pas. Et dès le départ, on a été convaincu que les techniciens, à terme, seraient équipés de terminaux mobiles connectés, intelligents, pour numériser, digitaliser tous les flux papier qui existaient à l'époque. Alors évidemment, 14 ans après, le marché est là, hein, c'est évident, c'est-à-dire aussi bien sur le SaaS que sur la mobilité. La question ne se pose plus. Évidemment, si vous avez tous, je pense, maintenant dans votre entreprise des applications d'entreprise SaaS, donc accessibles directement sur Internet. Et ça va de soi que vos collaborateurs, notamment ceux qui sont en situation de mobilité, donc les commerciaux et notamment les techniciens en ce qui nous concerne, ont nécessairement maintenant des outils connectés. Alors je dis nécessairement, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'encore aujourd'hui, on équipe beaucoup d'entreprises qui sont encore au mode papier. C'est-à-dire que c'est un monde B2B où il y a quand même beaucoup d'inertie, malheureusement. C'est-à-dire que les technologies sont là. Il y a énormément d'offres sur le marché. Je pense que il n'a jamais été aussi urgent de s'équiper, mais on constate qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont au papier. Donc mon message, c'est qu'aujourd'hui, les applications qui existent permettent de faire énormément de choses grâce au temps réel. Je pense que c'est un point essentiel. Pouvoir être connecté en temps réel à son système d'information, que du coup votre conduite d'activité, donc les personnes qui gèrent le dispatch des techniciens terrain, puissent savoir en temps réel où en sont leurs techniciens, puissent modifier les plannings en cours de journée en fonction des aléas qui arrivent toujours. Hein. Le premier aléa, c'est tout simplement la durée de l'intervention. Je veux dire, un créneau, par exemple, d'1 heure. Une intervention qui est prévue théoriquement pour durer 1 heure, elle peut durer 5 minutes, elle peut, parce qu'il manque une pièce ou parce que finalement il n'y a pas de problème, ou elle peut durer 2 heures si c'est plus compliqué que prévu. Et donc il faut forcément mettre en place toute une chaîne d'information temps réel pour pouvoir prendre des meilleures options, des nouvelles options en cours de journée de planification. Alors ça c'est l'existant, et puis après il y a le futur. Alors le futur, il est extraordinaire, c'est-à-dire que nous, on considère qu'il y a énormément que toutes les technologies dont on parle actuellement auront un impact sur le marché des techniciens terrain. Qu'on parle d'intelligence artificielle, qu'on parle de chatbot, qu'on parle de big data, qu'on parle de réalité augmentée. Toutes ces technologies, ou la 5G, hein, parce qu'évidemment il faut une couche réseau puissante dessous pour échanger en temps réel sur ces informations, toutes ces technologies auront un impact pour les techniciens terrain, c'est une évidence, il y a plein de cas d'usage. Alors aujourd'hui on en est encore au mode R&D, il n'y a pas beaucoup de déploiement de ces technologies dans la vraie vie, mais ça va arriver, c'est-à-dire que dans 5 ans, même s'il y a l'inertie dont je parle, forcément ces technologies auront un impact dans les entreprises qui gèrent des techniciens sur le terrain. Donc, dès aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire avec les technologies existantes et le futur, le meilleur est à venir quelque part. Le futur est radieux avec les nouvelles technologies qui arrivent, qui vont créer encore plus de valeur.
Bruno Gravez, on sait que toutes les entreprises sont peu ou prou engagées dans leur transformation digitale. C'est un mouvement qui couvre pratiquement tous les secteurs. Alors, dans quel sens ça fonctionne avec les métiers de terrain? Est-ce que c'est la transformation d'entreprise qui débouche vers la transformation de terrain, ou est-ce que ça peut fonctionner aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire une transformation digitale qui commence par une réflexion en bout de chaîne, entre guillemets, et qui remonte vers l'entreprise? Comment voyez-vous ce mouvement? Vous m'entendez? Oui, bien. Je suis Bruno Gravé, je vais me présenter en 2 mots. Oui, bien sûr. Société Service Max. Donc nous, ça fait une dizaine d'années qu'on se focalise sur les interventions de terrain. On a environ 500 clients et on est en haut à droite du Gartner, on est leader des solutions de gestion des interventions sur le terrain. Donc pourquoi? On investit beaucoup dans toutes les nouvelles technologies, on va en parler pendant une petite heure là. Et puis on fait un gros focus sur comment faciliter la vie du technicien sur site, en déplacement. Donc c'est vraiment un focus. Donc maintenant, d'où ça vient? Donc on a une impulsion qui vient souvent de la direction et département, on va dire. On a les thèmes assez classiques de réduction des coûts, augmenter les revenus liés au service, mais on a aussi l'expérience client. Et dans le monde du service, l'expérience client, on a tendance facilement à se dire c'est une question de commerciaux et de marketing, mais dans le monde du service, la personne que le client a en face de lui, c'est souvent le technicien. Même vous, à titre individuel, quand votre chaudière ou que vous avez acheté un jour à un commercial, eh bien la personne que vous voyez régulièrement, c'est pas du tout le commercial, c'est le technicien. Donc nous, on essaie de rendre plus puissant ce technicien. Et donc l'impulsion expérience client concerne tous les départements, mais comment le moteur, là, il y a une vraie carte à jouer au niveau du technicien. Parce que l'expérience client, elle est tous les jours et régulièrement client-technicien. Bon, maintenant, il y a aussi des business models qui changent. On va en parler un petit peu plus tard, mais quand on a, par exemple, un client qui gère des box télécom, et il a 80% de sous-traitants. Donc, pour pouvoir gérer des sous-traitants, quand on a 80% de sous-traitants, avoir une offre homogène, une qualité homogène, des informations qui remontent de qualité, on est obligé de se digitaliser. Et donc là, le moteur, c'est quand même le terrain. Et puis, on a aussi des transformations digitales plus larges encore, où on a souvent des industriels, des manufacturiers qui veulent gagner de l'argent sur le service. On a par exemple Schneider, pour le coup là il y a un petit peu plus de users, Schneider Electric. Ils ont choisi, c'était vraiment un choix, d'opérer leur transformation digitale au travers de l'activité terrain et des techniciens terrain. Parce qu'ils étaient le fruit de X rachats et ils avaient une base installée qu'ils ne connaissaient pas. Et l'information de la base installée, pour savoir qu'est-ce qui est chez les clients, eh bien, il n'y a rien de mieux qu'un technicien sur site pour avoir l'information. Et pas pour avoir l'information du produit qu'on a vendu il y a 5 ans, mais savoir comment il est aujourd'hui. Et puis mettre le technicien au cœur de cette transformation, c'est aussi lui qui peut vendre même. On voit, je reprends cet exemple de Schneider, où il génère presque 1,5 million de chiffre d'affaires complémentaires qui est généré juste par mois, juste par les techniciens qui détectent des opportunités dans leur travail quotidien. Donc on peut dire que l'impulsion vient de la direction générale et transdépartement, mais le moteur de cette transformation digitale dans le monde du service, ça vient de la base, et c'est le technicien qui est en face du client qui a le pouvoir, entre guillemets, de fidéliser le client. On reviendra tout à l'heure sur davantage de cas précis pour illustrer justement le sujet. Alors, je vais passer rapidement la parole à Cataline Suzanne. Donc, Stefanini est une multinationale de services IT d'origine brésilienne, donc ce qui est plutôt rare. Donc, qui emploie quelques 25 000 salariés dans le monde, donc 1500 dans les services, dans les field services mondialement.
qui est présente dans des dizaines de pays, donc une vraie multinationale. Vous avez également quelques 500 personnes qui travaillent sur les métiers de terrain en Europe. Quelle est, à travers vos différents marchés où vous êtes présents, votre vision, et les différents marchés et les différents secteurs d'activité, quelle est votre vision de cette évolution vers des techniciens augmentés? Bonjour. En effet, on est présent dans une quarantaine de pays et on couvre en principe tout ce qu'il y a du IT, que ce soit du développement applicatif, que ce soit du ITO, nos services desk et nos services de field sont toujours liés au IT. Et vous-même, vous êtes basé en Roumanie? Moi, je suis basé en Roumanie, excusez mon français. Non, il est très bien, vous inquiétez pas. Et bon, on voit surtout une évolution organique de ces technologies. C'est plutôt que maintenant on voit mieux cette transformation, mais elle existe depuis longtemps. Des grosses améliorations ont été les introductions des services de gestion informatisés, des work orders, des matériels, des ressources logicielles, toute la gestion et la planification de workforce qui était déjà faite en avance. Maintenant, depuis des années déjà, la mobilité et l'accès de chaque technicien aux informations en temps réel, situation des tickets, communiquer avec les utilisateurs finaux, communiquer avec le centre très rapidement. Donc c'est la continuation, si vous voulez, organique. C'est pas que le darwinisme. On élimine, on ne fait pas qu'éliminer les mains forts, mais on ajoute sur ce qu'on sait déjà bien faire de nouvelles capacités. Notre field service aussi est une augmentation, si vous voulez, du service desk, des services IT intégrés. Là, on a plus de 4000 personnes en Europe. Et c'est souvent vu dans une structure complexe qui l'inclut. Par exemple, l'une des directions d'augmentation, l'un de mes collègues l'a déjà mentionné, l'intelligence artificielle, etc. Ça aide aussi la téléprésence, la réalité augmentée, tout ça, aide à minimiser la quantité des problèmes qui arrivent à être gérés par les field services. Je ne dirais pas la moitié, mais autour d'un tiers des problèmes pourraient être résolus sans le déplacement d'une personne dans le terrain. Par des chatbots, des choses comme ça? On a aussi des intelligences artificielles et des chatbots. D'habitude, on le regarde plutôt dans le côté service desk qui est lié à l'expérience utilisateur final. Mais non seulement les chatbots, les outils de diagnostic à la distance, les outils du dépôt, les outils du... Par exemple, on peut avoir des points de vente interne de matériel courant. En principe, tout part de la transformation digitale, l'analyse de l'activité de l'entreprise et ensuite identifier et résoudre les problèmes qui sont le plus aisément gérables par les nouvelles technologies. Que ce soit l'accès à la distance d'une façon améliorée, que ce soit un simple coin. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on a introduit avec plusieurs clients, un coin du technicien digital. Un coin où les utilisateurs peuvent accéder à un technicien de terrain d'un certain créneau et résoudre ces problèmes. Il y a tant de manières d'agir sur les problèmes de l'entreprise. Tout commence en les connaissant. Et pour les connaître, on doit avoir une trace digitale de tout ce qu'on fait. Alors, vous êtes, je le disais tout à l'heure, un généraliste des services IT, donc vous êtes un petit peu partout. Contrairement à Praxedo ou à ServiceMac qui sont plutôt spécialistes du field service, est-ce que les différents départements et les différentes activités que vous avez, est-ce qu'elles alimentent technologiquement le field service? Oui, bien sûr. Par exemple, l'un des clients internes les plus forts
pour la réalité augmentée, pour le blockchain, c'est nos départements de field service. Il y a tant de choses qu'on peut améliorer là à partir de data center, remote hands à la distance, intervention avec des données en temps réel de IoT, présentées si possible dans la réalité augmentée. Comme un de mes collègues le disait, c'est toujours pas bien marché, l'équipement de réalité augmentée, surtout l'équipement professionnel. Mais ça arrive et on doit être préparé pour ça. Et aussi le blockchain, parce que dans beaucoup de scénarios, l'immutabilité des informations, etc., ça peut prendre la place de la signature sur un bout de papier, que tout va bien, qu'on a fixé quelque chose. On peut authentifier une image qu'on prend sur le terrain, on peut la coordonner avec les informations de localisation de ce technicien. Et ça, c'est pas quelque chose au niveau de proof of concept non plus. C'est déjà des applications qu'on met en place. Parce que, comme dans la plupart des fournisseurs de field services, on est conduit par des SLA, par des niveaux de service. Voilà, on dit SLA en français donc, aussi. toute amélioration, ça améliore nos résultats, ça améliore nos coûts, ça améliore notre productivité, ça améliore le moral de l'équipe. Si on réussit à réduire, par exemple, le nombre des interventions qui se prouvent ne pas être un vrai problème, déjà, ça améliore le moral de la personne qui aurait dû se déplacer pour 2 heures, voir qu'il n'y a pas un problème. Alors, Lionel Baraban, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de données, on n'a pas beaucoup parlé de ce que fait Famoco. Alors, comment les terminaux, notamment, vous avez aussi des services, des logiciels, comment ces outils peuvent contribuer à augmenter les capacités des techniciens sur le terrain? Alors, donc Famoco, ce que fait Famoco, on est une société de software qui vend du hardware. Donc on fabrique des terminaux qui sont des terminaux professionnels sur lesquels il y a un operating system qui est un operating system d'un Android sécurisé, un Android augmenté, qui est managé par une plateforme Mobile Device Management qui permet d'administrer à distance tous ces terminaux. Et la particularité de ces terminaux, c'est qu'il y a à l'intérieur ce qu'on appelle un Embedded Secure Element et un Secure Access Module qui permet notamment de faire de blockchain ou de mettre des systèmes d'encryption ou des systèmes de sécurité. Donc Famoco, c'est une boîte qui a un cheval de Troie qui est le hardware, à l'intérieur duquel il y a une plateforme de gestion de la sécurité hardware et un OS sécurisé. Maintenant, en quoi ça aide à avoir des techniciens augmentés? Parce que ce que disent tous mes collègues, si vous voulez, et nous on a des cas, effectivement, on en parlera tout à l'heure, très concrets, quand vous voulez avoir un technicien qui utilise de la blockchain ça a l'air hyper compliqué. Mais si c'est compliqué à comprendre, ça peut être aussi compliqué pour le technicien. Donc il faut absolument arriver à une situation où le technicien, il prend une photo d'un objet. En réalité, il a utilisé la blockchain, mais lui, la seule chose qu'il a faite sur le terrain, c'est qu'il a pris une photo. Et ça, c'est une utilisation intelligente de la blockchain. Mais pour faire des choses extrêmement simples, il faut un peu de technologie derrière. Donc il faut que le terminal soit capable d'avoir quelque part stocké une clé privée. Il faut savoir gérer une connexion sur un APN privé avec son serveur, parce qu'on ne peut pas mettre ça sur un APN public, etc. Donc un technicien augmenté, c'est un technicien qui a entre les mains un terminal relativement sécurisé. Et plus le terminal va être sécurisé, plus on va pouvoir lui donner des outils, notamment, tu parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, et ça existe déjà. C'est-à-dire que c'est pas, je suis d'accord avec vous, c'est pas du proof of concept. Aujourd'hui,
lorsque le technicien sur le terrain pose une question où il y a déjà un serveur qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont l'aider à répondre à son problème de façon plus intelligente, plus rapide, plus augmentée, en tout cas plus adaptée. Donc ça, c'est une réalité de tous les jours. Oui. Maintenant. Alors, pour des Jean de Broissière, pour des besoins fonctionnels tels que la protection des travailleurs isolés, fonction qui est beaucoup implémentée dans les terminaux mobiles, on voit arriver aussi d'autres outils comme les montres connectées. Est-ce que vous pensez qu'on va vers des montres compagnons, des terminaux professionnels comme celles qu'on utilise à titre personnel, par exemple pour recevoir ces notifications, ces alertes? Est-ce que ça fait partie de l'avenir? Alors, on entend beaucoup le terme qui revient, c'est donner du pouvoir aux techniciens. Donc, en anglais, c'est empower. Donc, on essaie de renforcer le technicien par des outils. En gros, avant, il avait des outils matériels type caisse à outils, et maintenant, il a des outils digitaux, des outils numériques. Et c'est effectivement le cœur du débat aujourd'hui, et comment assister le technicien pour le rendre plus productif. Donc ça, c'est un axe. Mais il y a aussi un axe sur sa sécurité personnelle, sa sécurité individuelle. Nous, ce qu'on pense, c'est que, et on commence à le voir arriver, c'est que ça va devenir un sujet crucial qui sera, parce que ce sont des populations qui, par définition, sont sur le terrain et sont isolées très souvent, travaillent dans des conditions où finalement ils sont au 3e sous-sol ou sur des zones peu denses. Et donc la sécurité des personnes, ça devient un sujet clé. Et effectivement, moi je trouve que c'est un thème intéressant de voir que dans le secteur B2C, on voit arriver des outils, notamment l'Apple Watch, qui permet de faire une forme de... Alors, c'est pas de protection du travailleur isolé, parce que c'est protection de la personne isolée, mais de gérer des systèmes d'alerte qui s'appuient soit sur l'accéléromètre, soit sur le pouls de la personne, pour pouvoir identifier si son rythme cardiaque est trop lent ou s'il est au contraire trop rapide. Et en fonction de ça, pouvoir lancer des scénarios d'alerte et pouvoir alerter soit un chef d'équipe, soit carrément les secours. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais bon, une Apple Watch, c'est pas pour les techniciens. J'entends votre question d'avance, Ariel. Alors déjà, peut-être que si. C'est-à-dire que, je suis pas là pour faire de la pub pour Apple en particulier, mais je veux dire, nous, on a quand même 20% de nos utilisateurs qui utilisent aujourd'hui des terminaux iOS, donc ça existe, il y a un marché là-dessus. En field force. En field force, oui, que sur des techniciens. Et on a en gros le reste en Android. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la technologie est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Apple le fait, les autres constructeurs le feront. Ou le font déjà, exactement. Donc c'est quelque part une bonne façon d'éduquer le marché et d'être tiré par ce que fait Apple. Et du coup, ça veut dire que ce genre d'outil, de notre point de vue, va se généraliser, notamment dans le secteur B2B des techniciens. Alors, je reviens un petit peu sur Bruno Gravet, sur l'intelligence artificielle, l'IoT. Donc on disait tout à l'heure que ça invite dans tous les métiers possibles. Quel est-il dans le field service et comment précisément? Est-ce que là, est-ce qu'on peut venir sur des exemples un peu concrets de la manière dont on utilise l'intelligence artificielle dans ce champ-là? Oui. Donc, l'intelligence artificielle ou l'IoT, en fait, ça commence déjà très tôt dans le travail du technicien. Déjà, l'idée, c'est d'envoyer un technicien sur un site, pas quand c'est cassé, mais avant. Donc, l'idée d'avoir beaucoup de données pour connaître, par exemple, le comportement normal d'un équipement et pouvoir détecter des variations par rapport à ce comportement normal, ça, on est déjà dans de l'intelligence. Si en plus on met de l'IoT par-dessus, on a ce comportement en temps réel. Donc, avant que le client il nous téléphone en disant ça ne marche pas, on est déjà là, avant même qu'il s'en aperçoive. Donc, il y a déjà de l'intelligence juste avant. Ensuite, il y a des sociétés qui basent tout leur business model sur ça. Je pense qu'on a une petite société qui fait des élévateurs, des ascenseurs. Ils sont 200. Ils sont différenciés par rapport au gros du marché parce qu'ils ont tout misé sur l'IoT, ce qui leur permet d'intervenir avant que ça casse et d'avoir un taux de résolution à la première intervention de presque 90% par rapport à un secteur qui a 60%. Et ils prennent des parts de marché et ils augmentent leurs revenus liés au service grâce à ça. Donc ça, c'est une chose, l'IoT, on sait ce qui se passe en temps réel. Ensuite, l'intelligence artificielle, on la met au service de deux personnes principalement dans le monde du service. C'est le dispatcher, le planeur qui va
qui va affecter des tâches, et puis le technicien. Donc le dispatcher ou le planificateur, il a besoin de savoir si le technicien a les bonnes compétences, s'il est disponible, s'il est correctement géolocalisé ou correctement dans l'espace où on a besoin de lui. Donc il y a plusieurs paramètres. Mais on a parfois des paramètres plus compliqués encore. On parlait tout à l'heure des SLA. On a X interventions à faire, et puis il y a des clients qui ont des SLA plus restrictifs, plus fortes que d'autres. Et puis on a aussi des techniciens qui vont plus vite que d'autres à faire un travail, à réaliser une tâche. On peut avoir des temps moyens de réalisation d'une intervention, mais parfois il y a des techniciens plus expérimentés que d'autres qui vont plus vite. Et là on commence à avoir beaucoup de paramètres pour faire le choix d'un technicien et pour aider le planeur dans ce choix du technicien. Et là, l'intelligence artificielle nous permet de mouliner ces informations pour aboutir à un technicien qui sera en mesure de faire le travail. Ça peut être aussi lié à simplement des pièces détachées qui sont dans la camionnette ou pas. Hein. Donc il y a multiparamètres de ce type-là. Ensuite, alors, il y a des limites à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, tiens, on va remplir les plannings des techniciens, ils vont faire leurs 8 heures par jour, on a tout calculé. Mais on s'aperçoit quand même qu'au bout du compte, c'est un humain qui fait le travail. C'est pas la vraie vie, ça. Voilà, c'est pas la vraie vie. On a une table ronde sur l'ETA, l'estimation des temps d'arrivée. Voilà. La vraie vie, c'est que il faut qu'on ait des techniciens qui soient heureux de faire leur boulot et puis pas leur mettre une pression pas possible à longueur de temps. Et du coup, on laisse du pouvoir aux techniciens de plus en plus. On était parti dans une optimisation, on en revient un peu, et on lui laisse la main. C'est-à-dire que, un exemple concret, hein, chez Coca-Cola, ils gèrent des distributeurs de boissons dans les gares, dans les entreprises. On a réussi à leur faire gagner une intervention par technicien et par jour, ce qui est, en termes de productivité, ce qui est énorme. On n'a pas réussi parce qu'on a fait de l'intelligence artificielle à tout va. On a réussi parce qu'on a aidé le dispatcher, et à un moment, on propose au technicien de choisir la tâche qu'il veut effectuer, et le travail qu'il veut effectuer. Et ça lui permet, par exemple, d'aller chercher sa fille à 17h à la sortie de l'école parce qu'il a choisi une intervention qui n'était pas très loin. Je donne cet exemple, mais c'est juste pour vous dire qu'avoir un travail de qualité, avoir des techniciens motivés, c'est aussi leur laisser une part de responsabilité dans ce processus-là. Vous voyez ? Donc, on a beaucoup d'exemples en termes d'intelligence artificielle. Par exemple, c'est sur une opération de maintenance, quelle pièce vais-je avoir besoin pour réparer ? On peut avoir une fiche standard, on dit il faut souvent ça, ça, mais savoir que depuis 3-4 semaines, sur un type d'équipement, il y a une pièce qui lâche parce que la température a augmenté ou on ne sait quoi, mais l'avoir en temps réel et pouvoir dire au technicien, pense à prendre ça parce que généralement c'est effectivement pas pris comme pièce détachée, mais là il va la falloir parce qu'en ce moment il la faut. Ça aussi en temps réel, c'est de donner plus de pouvoir au technicien et lui permettre de mieux faire son travail. Alors là, on est un peu dans un mélange entre le besoin et le métier du client et celui des acteurs du field service, en fait, parce que la maintenance prédictive, voilà, c'est plutôt le métier des clients. Dans l'industrie, par exemple, c'est leur process métier qui est implémenté, amélioré comme ça. Est-ce que vous voyez, Jean de Brassiat, d'autres applications de l'IA pour le métier du field service, à proprement parler, qui ne soient pas forcément celui du client, mais celui de métier? On a parlé de la planification des tournées. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le gros sujet, vous venez d'en parler, c'est de faire évoluer le curatif vers du préventif. C'est clair que ça, c'est un thème très fort, sachant que le curatif coûte très cher. C'est par définition de l'imprévu. Et du coup, avec souvent des contrats de SLA, donc des contrats en bon français de garantie de GTA, garantie de temps de GTR, de rétablissement, qui nécessite du coup une vraie réactivité et potentiellement de dérouter des techniciens vers d'autres techniciens. Je pense qu'en termes d'IA, il y a deux approches. Il y a une approche en amont de l'intervention, puis après en aval, pour la conduite d'activité, pour les dispatchers. En amont, clairement, l'analyse de la panne permet de déterminer quelles sont les pièces détachées potentielles qui seront nécessaires au bon déroulement de l'intervention. Le fameux first time fix rate, c'est-à-dire faire en sorte que lorsque le technicien y va,
il n'est pas besoin d'y retourner, parce que ça aussi, ça coûte très cher. Donc il faut que dès le premier rendez-vous, le technicien réussisse à fixer, donc à réparer le problème. Ça, il faut savoir qu'en fait, ça existe depuis longtemps, hein. Par exemple, chez Darty, ils font de l'intelligence artificielle sans le savoir depuis de nombreuses années, puisque quand vous appelez Darty, vous expliquez votre problème au téléphone, ils ont toute une base de données et ils sont capables de prévoir les quelques pièces détachées qui, à 90%, 95%, permettront aux techniciens de réparer votre problème dès le premier rendez-vous. Donc ça, c'est un point très important, c'est la préparation du rendez-vous. Ensuite, il y a la question du déplacement vers le rendez-vous. Et là, clairement, il y a, et on travaille là-dessus beaucoup, il y a beaucoup d'analyses qui peuvent être faites sur les temps de déplacement, qui est quelque chose de crucial. Je sais qu'on va en parler ensuite. Pouvoir prédire combien de temps un technicien va mettre demain entre telle heure à telle heure pour aller d'un point A à un point B, et ensuite avoir différentes options pour pouvoir mouliner toutes ces prévisions et trouver le meilleur planning possible. Donc évidemment, ce planning il sera modifié le lendemain puisqu'il y aura des imprévus, mais quand même, grâce à cette intelligence artificielle, être capable de prédire le trafic qui sera réalisé. Et puis ensuite, il y a un autre axe là, qui est plus en aval, qui est lorsque l'intervention revient à la conduite d'activité. Nous, on a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui de validation où finalement la conduite d'activité fait un contrôle des données saisies par le technicien avant de les stocker dans l'ERP, dans le système d'information. Et là, clairement, en analysant de façon automatique via de l'intelligence artificielle les comptes rendus saisis par les techniciens, on est capable d'identifier les comptes rendus qui posent problème. Alors, soit pour qu'ils soient modifiés par la conduite d'activité, c'est une possibilité, soit pour qu'ils soient redescendus au technicien dans une logique plus pédagogique pour l'alerter, pour l'informer des erreurs de saisie qu'il a réalisées et pour qu'il puisse lui-même faire les modifications, ou alors pour qu'on puisse, d'un point de vue logiciel, mettre de nouveaux contrôles qui feraient que dès la saisie, pour la prochaine fois, ce type d'erreur ne sera pas possible. Voilà, donc c'est différents cas qui existent aujourd'hui, hein, c'est la vraie vie. Je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, énormément de choses qui vont arriver, mais dès maintenant, on peut faire ça, on le fait dès aujourd'hui chez Praxedo. Bruno Gravez, on a parlé tout à l'heure de quelques résultats que vous avez eus, enfin que vos clients ont eus grâce à vos interventions. Si on parle du technicien pour en parler, comment vous contribuez à améliorer, à l'augmenter avec vos solutions? En quoi sont le métier, ce sentiment personnel d'avoir davantage de pouvoir, d'empowerment, comme disait tout à l'heure Jean de Broissia, comment ça se traduit? Par exemple, mettre à disposition du technicien toutes les informations dont il a besoin, documentation technique, etc., de façon offline. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de techniciens qui sont dans des endroits très reculés, sans réseau. Le fait qu'il puisse partir avec toute sa documentation sans avoir à se poser trop de questions sur ce qu'il doit prendre parce que c'est automatisé, ça peut être, ça permet de rendre plus puissant. On a aussi, aujourd'hui, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est envoyer des experts sur site, ça coûte cher. Le fait qu'ils puissent accéder à un expert ou à un pool d'experts centralisé via de la vidéo live et puis la possibilité d'avoir de l'information et d'échanger avec un expert à distance sur son téléphone de façon simple, prendre des photos, filmer, avoir de la réalité augmentée, de la 3D. Alors après, il faut voir en termes d'outillage, puisque nous, hein, on propose le software. Il faut aussi des outils qui soient techniquement capables de le faire, comme on en parlait tout à l'heure. Puisque nous, on est plus sur la partie soft. Hein, donc ça aussi, c'est un plus, on le rend plus puissant dans ce sens-là, avec l'accès à l'information, que ce soit sur son mobile ou à distance. Vous avez été le premier éditeur de logiciels à avoir connecté l'IoT et le field service. Vous avez des exemples un peu concrets des résultats et bénéfices obtenus en faisant cela? Oui, on a pas mal de clients dans le monde du médical, par exemple, où l'IoT est clé parce que la capacité de faire fonctionner, on a par exemple, de façon très concrète, un client qui fabrique des solutions pour du matériel pour traiter le cancer. Donc,
l'idée de pouvoir faire tourner cet appareil le plus longtemps possible sans interruption, ça c'est des métriques qui cherchent à optimiser ces clients du médical. Donc l'idée c'est toujours de se dire le système doit fonctionner le plus longtemps possible. Là c'est Elekta par exemple, ils arrivent à faire 14 000 traitements de patients sans interruption. Et c'est leur objectif que la solution marche en permanence. Pareil pour les scanners, par exemple. Les scanners, vous savez, un scanner, ça coûte 2-3 millions. Il y a une ampoule à l'intérieur qui coûte 100 000 euros. Il faut la changer tous les 1000 à 2000 patients. Avec de l'IoT qui permet de détecter une faiblesse, un problème, et quand on peut faire fonctionner l'ampoule 1500 clients au lieu de 1000, sur 1500 patients pardon, au lieu de 1000, ça fait des économies. Et donc là on arrive aussi à optimiser dans ce sens-là. Le moins de papier, évidemment, hein, ça c'est quelque chose qu'on parle souvent, mais réduire le nombre de le papier, c'est clé. Il y a une autre chose aussi, on essaie toujours d'optimiser le temps facturé, parce qu'on a souvent des techniciens. L'objectif du technicien, c'est de réparer l'appareil devant lequel il est. Et il ne se soucie pas toujours de la facturation. Et on a beaucoup de clients qui nous disent « mais nos clients, nos techniciens interviennent, mais ils ne sont pas facturés. » Parce qu'ils réparent l'installation qui est à côté. Donc lui permettre de disposer d'un outil numérique où il dit ce qu'il va faire, et puis qui dit au client en live « bah il y a ça et ça, et puis ça coûte tant », c'est beaucoup plus simple pour le technicien et facile, parce que le technicien, c'est toujours dur pour lui de dire « ah, mais c'est pas compris dans le contrat ». Avoir un process à suivre, c'est mieux. Et on a un client comme ça, on a réduit de 25% le temps non facturé. Ça, c'est des gains de productivité et c'est des gains qui parlent à nos clients, quoi, quand on facturait les techniciens. Lionel Baraban, comment le terminal contribue lui-même à augmenter les techniciens? Est-ce qu'il y a des fonctions particulières dans vos terminaux? Est-ce qu'il y a un accès particulier à certaines infos qui permettent de lui donner davantage de latitude dans l'exercice de son métier? D'abord, moi j'aurais parlé de protection. Est-ce que on parlait tout à l'heure de PTI, hein, de protection du travailleur isolé. Mais il y a aussi peut-être à trouver une protection digitale du travailleur, parce que le premier frein, hein, tous ces trucs-là, on l'a tous vécu, quand on équipe nos travailleurs, le premier truc qui vous dit, c'est « ouais, non, mais alors, donc je suis traqué maintenant, donc je suis fliqué ». Et plus on va essayer de faire des gains de productivité en lui donnant des outils d'intelligence artificielle pour mieux comprendre son travail, pour mieux segmenter son travail, plus lui, il va avoir l'impression de perdre en indépendance et de perdre en liberté. Et donc il y a quand même un axe qui est compliqué, c'est-à-dire que si vous lui dites ah ben maintenant tu n'as plus le droit de réparer ce qui n'est pas sur ta liste parce qu'il va falloir mieux facturer, donc on a un sujet, effectivement, et je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, le premier sujet pour avoir des techniciens efficaces, il faut avoir des techniciens heureux. Donc si on a des techniciens malheureux qui se sentent fliqués, vous disiez tout à l'heure, on peut leur mettre un objet au poignet, iOS ou pas iOS, et si son pouls commence à augmenter de façon dramatique, on va peut-être s'inquiéter pour sa santé. Il va aussi se dire, oui, alors donc maintenant vous gérez aussi ma santé, donc si je suis malade, vous allez aussi le savoir. Vous n'avez pas encore la CGT aux trousses, mais Moi, je pense que ce sera la CGT qui le demandera. Peut-être. Mais on prend le pari, mais on verra. En tout cas, aujourd'hui, dans les sociétés qu'on accompagne, cette question est une question récurrente des employés. Donc, je pense que, avoir des terminaux qui garantissent que ces données sont utilisées par l'employeur et uniquement par l'employeur, avec un contrat vis-à-vis de l'employeur, et être certain que ces données n'aille pas à l'extérieur, c'est quelque chose qui est très important, qui protège d'abord les travailleurs quand on leur met ces outils entre les mains. Il y a un deuxième élément, et là, juste pour terminer sur cet élément-là, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on fait du BYOD, c'est-à-dire Bring Your Own Device? Est-ce qu'on prend les applications que vous créez et on les met sur le
smartphone, en gros, du travailleur en lui disant ben, je t'ai mis une application qui va te permettre d'être beaucoup plus efficace. Alors ça a tout un tas d'avantages, ça a aussi beaucoup d'inconvénients en rapport avec notamment la protection des données. Et puis le deuxième élément que je voulais apporter, c'était sur la protection de nos métiers. C'est-à-dire que si, en relation avec ce qu'on disait tout à l'heure, si il y a dans tous les terminaux qui sont sur nos terrains un moyen quelconque pour une entreprise concurrente à la vôtre de savoir, évidemment pas exactement ce que vous faites parce que ça c'est du pénal, mais d'avoir un ping chaque fois qu'il y a une intervention, de savoir où elles ont lieu, à quelle fréquence elles ont lieu, si quelqu'un est capable demain matin de prendre Schneider Electric et de dire « moi je sais à quelle fréquence il y a des interventions sur le terrain », alors c'est un problème qui est très important. Donc aujourd'hui, il y a une limite très importante au niveau de la sécurisation des données qui passent par ces terminaux, la façon dont elles sont acheminées vers les sociétés de services, c'est-à-dire vers vous, éditeurs de logiciels, pour améliorer vos logiciels, vers vos clients pour améliorer leurs services, et malheureusement vers tout un tas de gens à côté qui écoutent et qui en ont des utilisations, pas nécessairement malveillantes, mais d'autres utilisations. Et donc, protéger ça permet d'avoir une intelligence artificielle qui est une intelligence artificielle dédiée. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et je termine, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'intelligence artificielle, la clé de l'intelligence artificielle, ce n'est pas nécessairement l'algorithme qui tourne, parce que ça, en réalité, l'algorithme, il est quasi public aujourd'hui, mais c'est la base de données sur laquelle cet algorithme apprend. Et un algorithme d'intelligence artificielle, il est pertinent s'il apprend sur une base juste et large. Donc ces bases sont le cœur de nos métiers, puisqu'on est tous d'accord pour dire que l'intelligence artificielle va augmenter la qualité de nos agents. Tout à fait. Il y a un outil dont on parlait beaucoup il y a 2-3 ans. Ce sont les lunettes de réalité augmentée. On n'en parle plus maintenant. Il y avait la fameuse vague de Google Glass avec toutes les applications qui étaient liées à ça. On a vu tout certainement des petits films sur YouTube et autres où on voyait les techniciens qui intervenaient avec les pièces qu'ils devaient manipuler qui s'affichaient sur les lunettes. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. Alors, je voudrais savoir, Cataline, Suzanne, que vous avez chez Stefanini des POC peut-être en cours. Est-ce que c'est toujours un sujet chez vous ? Oui. Et je ne sais pas exactement comment vous avez observé qu'on n'en parle plus parce que maintenant, on est déjà à l'état où on n'en parle plus, on le fait plutôt. Parce que, bon... Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On commence à avoir des engagements payants des clients pour lesquels on développe des solutions là-dessus. Et bon, mon côté de Stéphanie, disons, c'est plutôt basé sur le développement applicatif et la transformation digitale. Donc je suis très bien en contact avec tous ces engagements qu'on a commencé à prendre. Et si on a des clients qui nous payent pour développer des choses, c'est que déjà c'est pratique, c'est quelque chose qu'on applique déjà. D'accord. Et dans quel secteur ? Est-ce que vous avez des cas précis ? Surtout l'IT. C'est des solutions de gestion des parcs informatiques, etc. Mais aussi dans d'autres. Aussi, la qualité des équipements s'améliore peu à peu. Il y a eu, si vous voulez, il y a chez Gartner une courbe du hype, je ne sais pas comment dire, que suivent quasiment tous les buzzwords. Oui. Il y a une certaine explosion, ensuite il y a une déception. Ok, Google Glass, on sera tous des cyborgs, on fera plus confiance à quelqu'un parce qu'ils peuvent nous filmer, etc.
Et maintenant, on est à la remonte lente et vers la productivité. Déjà, il y a des solutions, HoloLens par exemple, qui sont assez récentes. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît, comme ça. Désolé. J'ai pas l'habitude. Il y a des solutions récentes qui sont beaucoup mieux que ceux qui étaient disponibles même pas 2 ans avant. Et dès que les prix vont baisser un peu, parce que maintenant on peut appliquer ce genre de technologie soit pour un nombre assez réduit des gens, par exemple pour du training, etc. On utilise les mêmes équipements, soit pour des interventions ou des processus avec une valeur ajoutée significative, parce que les coûts sont dans les milliers d'euros par set professionnel de réalité augmentée. D'accord, donc on verra si ça baisse pour des déploiements. Ça va sûrement baisser. Ouais. Ça va sûrement baisser. Et ça va devenir de plus en plus solide comme équipement. Toute miniaturisation a depuis longtemps les mêmes problèmes. Alimentation, chaleur, etc. Dans le domaine de réalité augmentée aussi, le champ de vision, la qualité de la projection, la distance à laquelle on projette virtuellement les images pour que ce soit convenable à l'utilisateur, etc. Mais chaleur, qualité des sources d'alimentation, etc., ça s'améliore tous les ans. Et déjà, je pense qu'on est très proche des solutions qui seront déployées dans le champ. D'accord. Alors, le temps tourne, donc on va faire vite. On a peut-être une ou deux dernières questions qu'on va essayer de faire rapidement pour prendre des questions de la salle. On l'a évoqué rapidement, je me tourne vers vous, Jeanne Boissiat, les nouvelles technologies entraînent parfois des changements d'organisation, ça remet en question les habitudes. Est-ce que l'innovation est toujours bienvenue par les techniciens ? Alors, il y avait le débat, CGT va le demander ou va le dénoncer. Alors, vous êtes plutôt dans... Alors, nous, clairement, on conçoit les outils mobiles comme des outils pour aider le technicien et en aucun cas pour fliquer le technicien. Donc, ce qu'on met en place, les cas d'usage logiciels qu'on met en place sont toujours orientés pour aider le technicien à être mieux dans son travail de façon générale. Donc aussi à être plus productif, mais aussi potentiellement être plus autonome et donc à monter en gamme. Notre vision, c'est que les techniciens, effectivement, il y a des tâches à faible valeur ajoutée qui vont être supprimées, je pense, qui nécessiteront plus forcément de se déplacer sur site, grâce à l'IoT, grâce à tout un tas de choses. Et les interventions vont être de plus en plus à forte valeur ajoutée. Et donc il faut donner encore plus de pouvoir aux techniciens pour justement qu'ils montent en gamme et qu'ils puissent réaliser des interventions potentiellement plus chères, en fait, plus facturées au client final. Alors après, est-ce que c'est bien perçu par les techniciens ? À partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'en fait, je pense l'inverse, c'est de dire finalement, on va te mettre un boîtier GPS dans ton véhicule, c'est tout, et puis on saura en temps réel où tu es, et il n'y aura aucun cas d'usage en plus. Ça, c'est pas du tout notre approche. Notre approche, c'est clairement de dire, dans cette logique d'outils, on va t'aider, on va t'assister, on va te donner du pouvoir. Typiquement, nous, ce qui marche très bien, c'est le fait d'avoir sur un smartphone le lien avec des outils type Waze. Voilà, c'est tout bête, mais qui rendent l'application utile. On fait le lien directement entre le prochain rendez-vous et Waze, et puis en un clic, on bascule. Bon, ça, c'est des choses qui sont appréciées. Vous parliez tout à l'heure de la possibilité pour le technicien de s'auto-planifier des interventions. C'est exactement la même chose, c'est des choses qu'on propose. Le technicien a du temps, il est sur le terrain, il a une intervention qui était plus courte qu'anticipée. Il a accès à une cartographie sur son mobile où il peut voir toutes les interventions qui doivent être réalisées, par exemple dans la semaine ou dans le mois, mais qui ne sont pas urgentes, à proximité de lui. Et il va pouvoir s'auto-planifier une intervention pour la réaliser tout de suite. Donc ça, c'est des cas d'usage qu'on a mis en place et qui permettent aux techniciens d'être plus productifs
Et puis oui, dernier point aussi qui est très important, c'est de transformer du temps improductif en temps productif. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un technicien de passer des heures dans sa voiture. Il faut voir qu'avant, c'est souvent, le matin, il devait aller à l'entreprise pour, ils appelaient ça chercher le travail. Concrètement, c'était chercher les bordereaux d'intervention papier. Ils n'avaient aucun intérêt en fait. Ils allaient au bureau prendre des papiers et après ils partaient faire leur tournée. Il y avait énormément de kilomètres et donc de temps improductif. Bon, maintenant évidemment ils y vont directement et puis aussi leurs déplacements sont optimisés et du coup ils vont passer moins de temps dans la voiture et ça c'est je veux dire, clairement pour leur bien-être aussi. Une dernière question rapide, ouverte. La 5G, est-ce que ça va augmenter encore les techniciens? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Très bref, de préférence. La 5G. Voilà. Moi, je pense que la 5G, ça va pas à proprement parler changer la vie des techniciens, mais ça va permettre de tout un tas de nouveaux cas d'usage qui aujourd'hui ne sont pas possibles parce qu'on est dans des environnements où on a besoin d'avoir des réseaux séparés. Je pense par exemple dans des sites protégés, comme par exemple des sites nucléaires, où aujourd'hui on a besoin de connectivité, mais dans des sites protégés comme des sites nucléaires, c'est des réseaux qui sont des réseaux séparés, qui sont des réseaux propriétaires, qui sont des réseaux séparés du réseau de tout le monde. Donc la 5G, ça va en particulier pas seulement augmenter le débit, mais avoir un débit contrôlé, sécurisé, organisé, privé. Et donc, ça va s'intégrer avec l'IoT de façon beaucoup plus fluide. Donc, voilà, je pense que la 5G, ça va permettre, c'est un champ d'innovation gigantesque, parce que ça va permettre des cas d'usage dans lesquels, jusqu'à présent, on avait du mal à rentrer, où il fallait beaucoup de technologies de côté pour entrer. Donc, ça va fluidifier ces cas d'usage-là. Bien. On va pas aller plus en détail là-dessus parce qu'il y aura une conférence dédiée à ce thème-là, donc ça sera l'occasion d'en parler. Alors nous avons deux questions sur Slido. Donc la première, c'est on parle de montre connectée ou d'outils de suivi du technicien. Où s'arrête la frontière entre les données personnelles et celles qui appartiennent à l'entreprise? Alors qui veut se saisir de cette question? Jean de Boissia, peut-être, vous avez commenté la montre connectée. Alors, où s'arrête la frontière? Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'éditeur, je pense qu'on a une responsabilité pour imaginer, même à la place de nos clients, parce que souvent, c'est nous qui apportons des innovations, des cas d'usage qui vont permettre de protéger les données personnelles. Alors, je vais vous donner un exemple qui sort. On a la release Praxedo d'automne 2018 qui sort aujourd'hui. Dans cette release, on a une nouvelle fonctionnalité qui a été clairement inspirée par les RGPD, c'est ça qui nous a tiré, qui vise à protéger le numéro de téléphone à la fois du technicien mais aussi du client final. Donc c'est des cas d'usage où le technicien intervient dans le B2C et a besoin d'appeler le client final pour éventuellement le prévenir qu'il a du retard, qu'il a de l'avance, enfin on peut imaginer plein de raisons. Et de la même façon, le client final qui a besoin potentiellement de rappeler le technicien dans certains cas. Il y avait un sujet sur le téléphone. Alors quoi, le téléphone il est accessible comme ça, il est visible, on peut l'utiliser n'importe qui. Et du coup, ce qu'on a imaginé, c'est de passer via une plateforme d'appel qui permet d'anonymiser les appels téléphoniques, les numéros entre les deux parties. Donc concrètement, le technicien sur son téléphone, il appelle une plateforme d'appel qui, elle, se connecte au client final. Et si le client final veut rappeler le technicien, il rappelle cette plateforme d'appel, donc c'est un numéro anonyme qui elle, va rappeler le technicien. Voilà, ce genre de cas d'usage, c'est simple. Il n'y a pas besoin de 5G ou technologie compliquée pour faire ça, mais ça permet de répondre à ce problème particulier du téléphone. Pareil sur les données personnelles, dans la plateforme web de Praxedo, il y a énormément d'informations potentiellement sur le client final, son adresse, son email, son numéro de téléphone, et on a la possibilité dans certains cas d'exporter ces données. Ce qui peut être un problème, c'est-à-dire je fais un fichier Excel avec des données personnelles, c'est stocké je ne sais pas où, chaque utilisateur, s'il a les droits, pourrait le faire. Donc ce qu'on a imaginé, c'est de mettre en place des filtres qui permettent d'empêcher l'export de certaines colonnes, de certaines données, typiquement le numéro de téléphone ou le mail, pour qu'un utilisateur malveillant, s'il a les droits, puisse, même s'il avait les droits, exporter ces données. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui doivent être pensées dès l'origine. Je pense que l'Europe est clairement novatrice.
dans ce domaine. Mais c'est très bien. En fait, c'est l'Allemagne, au départ, qui était novatrice, puisque le RGPD, c'est le reflet de la législation allemande, mais qui est en train de s'imposer, en fait. C'est ce qu'on voit. Et je pense qu'il faut voir ça plutôt comme une opportunité que comme une contrainte. Bien, merci. Catherine Suzanne, un petit mot? Oui, je voulais seulement mentionner qu'on peut toujours regarder le problème de l'autre côté un peu. Je me rappelle un exemple récent. Par exemple, on a une solution assez avancée qui fait la monitorisation du workplace, ce que font les gens. Et tout ça, c'est traité par l'intelligence artificielle. C'est pas utilisé pour n'importe quelle autre raison, mais que pour faire des analyses et faire la maintenance préventive, etc. Et maintenant, on doit voir comment le transformer pour l'appliquer aussi en Europe, parce que c'est appliqué surtout au Brésil et aux États-Unis, parce que suite à RGPD, on ne peut pas le transplanter tout directement. Et on est de plusieurs points de vue dans une phase transitoire où on doit choisir si on va renoncer au concept d'intimité, de privacy. Parce qu'on le fait déjà pour Google, les assistants intelligents, que ce soit de Google, que ce soit de Amazon, que ce soit de tout le monde, le moteur qui les fait nous connaître, c'est les données très privées qu'on leur donne pour analyser. Et ils nous donnent quelque chose de retour. Autant que le retour qu'on aura pour le technicien, pour l'entreprise, pour l'utilisateur final, sera suffisamment convaincant, probablement on va être d'accord d'utiliser une partie de ces informations avec la transparence, avec la confiance, etc. Je doute qu'il y aura pour longtemps une division très claire entre ça c'est mes informations à moi, ça c'est les informations de l'employeur. Bien, merci. Nous aurons peut-être le temps de prendre une question dans le public. Est-ce que nous en avons? On en avait une autre via Slido, donc je vais la poser rapidement. Faut-il des jumeaux numériques pour la réalité augmentée? Alors, est-ce que quelqu'un... Bruno Gravez, un avis là-dessus? Nous, si vous voulez, le jumeau numérique, pour se rattacher à notre sujet qui est le field service, ça nous permet de générer, on a mis en place ça sous forme de POC pour l'instant, de pouvoir générer un ordre de travail dans la solution de field service Service Max, directement depuis un jumeau numérique qui détecte une anomalie, qui la fait apparaître sur un écran, mais qui peut d'ores et déjà générer un ordre de travail. Donc on essaie de faire le lien comme ça avec le monde industriel et les équipements et le field service et le jumeau numérique, ça peut être un lien entre les deux. La question c'était pour la réalité augmentée en particulier. Donc voilà, faut-il un jumeau numérique pour la réalité augmentée? Donc là on est dans un cas plus général du jumeau numérique. Oui, Ouais, ouais. ouais. Moi je pense à ça parce Okay. que nous on travaille on est proche des équipements, on essaie d'optimiser la connaissance de l'équipement pour le technicien terrain. Ok, voilà, ok. Bien, écoutez, merci de cette précision. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous avons pris un petit peu de retard. Donc, il nous reste à vous remercier, mesdames et messieurs, de votre attention et merci, messieurs, de votre participation.